Bonsoir à tous, je vous remercie d'être là et je vais changer. Voilà. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier Martin Lambert et Boris Le Tessier de Stéréolux pour avoir organisé cette soirée et également Grégory Chatonsky pour m'avoir invité à dialoguer avec lui sur une thématique qu'il a choisie, puisque c'est un sujet sur lequel il travaille depuis longtemps, comme il vous le dira tout à l'heure, et qui est donc l'imagination artificielle. Je vais donc vous parler de création conçue par des IA ou des œuvres conçues avec des IA ou avec le concept d'intelligence artificielle et des œuvres de réalisateurs, d'écrivains ou d'artistes. Mais avant ça, je voudrais poser un cadre un peu plus théorique, essayer de tenter quelques définitions, mais je crois surtout poser beaucoup de questions qui seront peut-être une base de discussion qui est l'idée globale de la soirée. Donc quelques projections spéculatives sur le développement des intelligences artificielles, qu'ils soient réels ou fantasmés, avec son lot d'espoir, d'appréhension, chose, je crois, qu'on a déjà vue ici avec des interventions précédentes, mais probablement d'une autre façon. Alors, dans le sens, le sens dans lequel j'ai pris la question de l'imagination artificielle ici pour y réfléchir, pour y travailler, pour en parler avec vous. Donc, pour moi, ça désigne une supposée capacité de machines intelligentes à simuler ou à produire une imagination humaine et la capacité d'idéation. Donc, il s'agirait de caractéristiques de machines ou de programmes qui auraient des comportements, des démarches, seraient capables de décisions traditionnellement liées aux émotions humaines. J'ai bien dit aux émotions, on y reviendra tout à l'heure. Donc, par exemple, une vision artistique, de la créativité, mais aussi de l'humour ou un sens critique. Donc, il s'agit de provoquer, d'anticiper un potentiel créatif et innovant d'une intelligence artificielle par extension, par élargissement, par accroissement de ses hypothétiques compétences cognitives. Et les aptitudes de départ peuvent être liées au raisonnement, mais également à la compréhension, par exemple d'une langue naturelle, à l'interprétation d'un environnement, d'une image, d'un son, par exemple dans un milieu hostile. Et donc, il faut, dans l'idéal, intégrer à ces programmes ou ces machines des aptitudes à percevoir, par exemple par la reconnaissance des formes, à apprendre, principalement avec des statistiques, à raisonner, c'est-à-dire avoir une compréhension logique, et à abstraire, ce qui est une des parties très complexes, puisqu'il s'agit d'être capable d'utiliser des connaissances d'un domaine dans un autre, ou même avoir un niveau de compréhension qui soit utilisable dans d'autres situations, dans d'autres contextes. Et tout cela, évidemment, pour mener à une action mesurée et juste. Ce qui veut dire qu'il s'agit de rationalité, mais aussi de niveau ou de capacité de conscience. Conscience du monde extérieur et sans doute aussi de sa propre existence. On quitte donc le domaine de la pure imitation, et le test de Turing est essentiellement un test par imitation, pour aboutir à l'idée d'une capacité à penser dans le sens de spéculer, d'envisager, de conjecturer et, sous-entendu, d'agir en conséquence. Bon, il n'est pas utile de s'étendre ici sur le fait que la question de savoir si une machine
peut penser ne remonte pas à Turing, à Alan Turing, qui d'ailleurs pose plutôt la question de savoir si une machine peut faire semblant de penser, plutôt qu'une machine peut-elle penser. Mais cette question date de bien avant. Si un historique n'est pas utile pour notre discussion présente, il me semble néanmoins important de noter le fait suivant. La question de l'imagination artificielle et la question de l'intelligence artificielle appartient autant aux technologies qu'aux convictions et aux opinions, et à la science qu'à la fiction. Et c'est en croisant les techniques et les croyances, les développements technologiques et les techniques ésotériques et même magiques, qu'on peut très largement remonter à l'Antiquité pour faire la généalogie de ce qui est un questionnement qui parcourt l'histoire. Encore une fois, je ne sais pas ce que je vais faire ici, mais je voulais quand même le noter. Donc, du côté des technologies, une machine peut maintenant collecter des informations et les ordonner pour augmenter ses connaissances, mais il n'y a pas, que l'on sache, de signe qu'une machine ait conscience d'elle-même ou de son mode d'existence, ou qui se reprogramme elle-même. Ce qui, évidemment, entraînerait également des prises de décision et une réévaluation de ces intentions qui nous renvoient directement à la question des risques qu'il y a à réussir à créer des intelligences artificielles autonomes. Donc, on n'est pas près d'une machine plus intelligente que les humains dans le sens où elle aurait le pouvoir de s'autodupliquer, par exemple. En fait, les intelligences artificielles sont largement utilisées dans des domaines où elles servent essentiellement d'aide à la décision. Dans la banque et dans la finance, dans le domaine militaire, notamment pour piloter des drones ou dans tous les systèmes de commandement en réalité, dans la médecine pour les diagnostics, dans le droit, la logistique ou la robotique. Et je le note ici, mais j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, c'est que à chaque fois, ce sont des intelligences artificielles qui sont couplées à des décisions humaines. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien, en réalité. Alors, là, je vous ai mis, en fait, j'ai capté 4 captures d'écran du site de l'intelligence artificielle d'IBM qui s'appelle Watson et où vous pouvez voir le type de compétences qui sont proposées par une intelligence artificielle commercialisée, qui est proposée aux entreprises. Alors si je quitte et que je vais ici, ce que je vous montrais au tout début, c'est Elliot, qui est une intelligence artificielle conversationnelle dont je vous parlerai plus tard et qui est un travail d'artiste. Donc si on va sur le site d'IBM, vous avez ici exactement le genre de choses que peut proposer une intelligence artificielle actuellement. Donc la conversation et l'agent virtuel, tout ce qui concerne la connaissance, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion de data, le langage naturel, tout ce qui concerne la vision et la reconnaissance visuelle, ce qui concerne aussi le passage du texte à la parole ou de la parole au texte, donc ce sont des traitements de données en réalité, tout ce qui concerne le langage dans la traduction et aussi dans la reconnaissance du langage naturel, qui est une chose sur laquelle les informaticiens travaillent depuis très longtemps et qui est très complexe, et tout ce qui concerne l'empathie, et c'est là que je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si on va là, hop. Je l'ai enlevé pour ne pas recevoir de messages pendant la conférence, mais j'en ai besoin maintenant. Donc, si on reprend ça, voilà. Dans la question pour l'intelligence artificielle en question, c'est de définir. Voilà, c'est celui-ci qu'il me faut.
de définir avec un certain nombre de paramètres, en l'occurrence un texte, la personnalité de la personne que vous voulez analyser. Comme c'est un peu lent, on ne va pas y aller. Ce que je veux vous montrer, et que je vous montrerai par d'autres choses, c'est qu'on a effectivement des capacités d'analyse, mais qui sont des capacités d'analyse extrêmement schématiques en réalité. Je vous laisse explorer ça par vous-même. Et je retourne ici. Donc, Watson est une des exemples d'IA importantes et par exemple, on a pu voir dans le site de la campagne pour Watson qui a été lancé en 2016, voici ce qu'on peut lire. Nous pensons que les capacités uniques de Watson pour analyser l'information et prendre des décisions éclairées et transparentes en font un candidat idéal pour le poste à responsabilité que représente celui de président des États-Unis. Donc là, on est à la fois dans une espèce de boutade de marketing, mais à la fois aussi dans cette projection fantasmée de ce qu'on peut recouvrir le terme d'intelligence artificielle, celle que l'on peut avoir dans les vraies fictions, par exemple HAL 9000 dans 2001 Odyssée de l'espace, ou plus récemment Ava dans Ex Machina, qui est non seulement une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle incarnée. Dans une introduction datant de 1998, Gérard Klein, qui est à la fois un écrivain de science-fiction, un traducteur et un éditeur, et qui est un connaisseur de longue date à la fois des découvertes et recherches technologiques et de leurs projections fictionnelles. Donc il écrit un paragraphe que je voudrais laisser à votre et à notre réflexion. Après avoir noté que l'intelligence artificielle est absente des œuvres de science-fiction pendant longtemps, puisqu'elle arrive en fait dans les années 70, il dit « Dès le départ, soit vers le milieu des années 50, les dés étaient pipés. » J'ai perdu ma ligne. L'expression même d'intelligence artificielle entendue comme terme équivalente ou supérieure à l'intelligence humaine procédait d'une qualification mensongère pour une prétention intenable. On comprend bien qu'elle a été forgée pour frapper les imaginations, en particulier celle des bailleurs de fonds. Elle relève donc d'une imposture intellectuelle et au pire d'une escroquerie financière. Bien entendu, cette objection sur les termes ne vaudrait pas si les disciplines correspondantes avaient été baptisées contrôle des systèmes complexes ou traitement massif des données. Des progrès impressionnants ont été accomplis dans ces domaines, permettant de simuler certaines fonctions partielles du système nerveux animal et humain, mais en aucun cas, dans le domaine de l'intelligence, terme au demeurant d'une redoutable ambiguïté. Je pense que c'est bien pour ça que Grégory lui préfère imagination. Et de se demander si des chercheurs tels que Hugo de Garis ou Ray Kurzweil ont lu trop de science-fiction. Pourtant, force est de constater que depuis 1998, le développement des intelligences artificielles est tel que des chercheurs habituellement bien informés comme Elon Musk, Bill Joy ou Bill Gates ou Stephen Hawking se sont alarmés d'une progression sans réelle réflexion et sans sas de sécurité. D'où des propositions de certains, comme Stuart Russell, de ne faire des IA qu'avec des règles préalables qui les rendraient compatibles avec les humains et empêcheraient le scénario catastrophe qui consisterait à ce qu'elles se développent suffisamment pour être capables de ne plus s'éteindre lorsque les humains le souhaiteraient et s'autonomisent. Donc en fait, si vous voulez, des continuations aux règles de la robotique d'Asimov. Et dans ces règles, qui sont des tentatives de continuation d'Asimov, donc les 3 règles de la robotique, il y a, donc je vous les cite, il y a en fait 3 propositions qui sont 3 propositions conceptuelles. La première, c'est l'altruisme, et qui est que l'unique objectif de l'intelligence artificielle doit être de participer à la réalisation des objectifs et des valeurs des humains.
donc des objectifs et des valeurs des humains. La deuxième serait l'humilité, parce que l'intelligence artificielle ne sait pas avec certitude quelles sont ses valeurs humaines. Moi, j'ai envie de dire, moi non plus. Cela en réponse donc à cette idée qu'on a affaire à une machine qui aurait une quête obsessionnelle de la réalisation de sa tâche, et que cette quête de la réalisation de la tâche ne doit pas être placée au-dessus du discernement de ses valeurs, dont on ne sait toujours pas ce qu'elles sont. Et le troisième élément serait l'observation. Donc, sa connaissance des valeurs humaines sera issue de l'observation des comportements et choix humains. Alors, je voudrais faire deux remarques. Déjà, les trois lois de la robotique d'Asimov, qui consistaient à mettre des garde-fous sur le comportement des robots, et de façon à ce qu'ils respectent les humains, respectent les choix des humains et se respectent eux-mêmes, sans qu'ils aient à contrevenir aux lois précédentes. C'était déjà très compliqué, et d'ailleurs, 80% de l'œuvre de Asimov consiste à montrer que la loi de la robotique ne fonctionne pas. Et là, c'est un peu la même chose, parce que je trouve que ces trois propositions laissent extrêmement perplexes. D'abord, les objectifs et les valeurs humaines, c'est quoi ? Est-ce que les miennes et les vôtres, ça serait les mêmes, par exemple ? Mais est-ce que les objectifs d'une entreprise sont les mêmes que ceux d'un État ou d'une population donnée ? Et les comportements et les choix humains sont-ils toujours propices à la rationalisation, notamment pour une machine à laquelle nos motivations sont étrangères ? Bref, on se rend très vite compte que réfléchir au comportement à attendre d'une intelligence artificielle revient souvent à penser à l'éthologie humaine, et que ça va être très compliqué. Quoi qu'il en soit, là, on est dans des projections, on va dire. Et on reste, pour l'instant, bien loin des capacités cognitives et aussi des capacités de nuisance humaine. Et le plus souvent, les IA sont associées à des humains pour être vraiment opérationnels, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour des questions d'acuité d'interprétation. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, un exemple visuel. Leur croissance ne fait cependant pas de doute, même si on peut se demander s'il est judicieux de confondre les capacités de calcul et l'intelligence, quoi que l'on nomme ainsi. Des chercheurs de Yale et d'Oxford ont fait une enquête pour envisager les impacts des IA et établir un calendrier de leur développement. Dans le domaine de la traduction de langue, disent-ils, elles auraient dépensé les humains en 2024. Seraient capables de rédiger des essais en 2026, de conduire des véhicules en 2027, apparemment ça sera avant, d'être des interlocuteurs autonomes pour la vente en 2031 et d'écrire des livres ou de faire des actes de chirurgie en 2050. Et selon les chercheurs interrogés, il y a 50% de chances, c'est une citation, pour que l'intelligence artificielle dépasse les humains dans tous les domaines en 45 ans. Et que tous les emplois humains soient remplacés en 120 ans ou moins. Alors, je ne sais pas sur quoi se basent ces chercheurs pour faire ces prédictions, mais sans doute sur une bonne dose de statistiques, exactement comme les machines dont ils sont en train de parler, en réalité. Alors là, ça, si vous voulez, c'est la façon dont on parle de l'intelligence artificielle habituellement. Et pourtant, ça fait déjà un moment qu'un certain nombre, notamment de philosophes, et je parle notamment d'Hubert Dreyfus, qui est philosophe à Berkeley, donc ils ont fait valoir que l'expertise humaine, que l'on peut appeler intelligence, était principalement liée à des processus inconscients. Et que les règles formelles et symboliques qui prévalent dans la création des machines en sont dépourvues. Je crois qu'ici, il y a une bonne partie de public qui viennent d'écoles d'art, de design, etc. Donc vous savez que ces processus sont un peu plus complexes que des questions de statistiques ou des questions symboliques. Du coup, si on accepte de prendre la question de l'inconscient, du subconscient, toute la partie cachée des processus de pensée humaine là-dedans, de deux choses l'une.
soit les intelligences artificielles ou toute machine que l'on peut, algorithme, etc., que l'on peut mettre sous cette appellation, contiennent déjà un ghost, ce que le ghost dans la machine, soit l'intelligence artificielle est une aporie. Searle parle, lui, d'états mentaux et d'esprit. Et ça serait inaccessible aux machines dont le savoir fondamental est une ou des formes de calcul. Donc ce qu'il considère être une forme d'intelligence sans conscience. Et sans parler de l'objectif théologique de Turing. C'est le terme qu'il emploie pour définir l'idée des spiritualistes que les machines ne peuvent pas avoir d'esprit, d'âme, quel que soit le terme employé. Et du coup, des assertions que l'on voit beaucoup dans ces domaines, telles que, j'en ai pris juste un, qui vient de Stephen Arnard, qui est un spécialiste de sciences cognitives, et qui dit que les états mentaux ne sont que des implémentations de programmes informatiques. Alors là, moi, encore une fois, je suis très perplexe, parce que ça me semble poser le problème exactement à l'envers. Ne serait-ce pas plutôt les programmes informatiques qui tentent parfois d'être des états mentaux ? Et il me semble aussi que les machines font et feront un tas de choses, mais en particulier si on leur donne un espace qui serait un espace de créativité, est-ce que nous comprenons et comprendrons vraiment ce qu'elles font ? Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, ça, c'est un article qui a été publié il y a quelques années dans The Atlantic et qui parle de robots traders, qui sont en fait des systèmes algorithmiques de trading à haute fréquence qui sont utilisés dans la bourse, dans la finance. À peu près 80% des transactions boursières se font de cette façon. Et donc, je vous lis une partie de l'article. De mystérieux et possiblement néfastes algorithmes boursiers opèrent chaque minute de chaque jour sur le marché des charges nationales. Personne ne sait vraiment ce qu'ils font ni pourquoi. Donc, ce que raconte l'article, c'est que on s'est rendu compte à un moment donné que ces algorithmes, donc qui sont des systèmes de calcul, de statistiques, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils exploitent ils ont une capacité de calcul telle et une capacité temporelle telle qu'ils peuvent rentrer dans un interstice infinitéssimaux pour faire des transactions qui sont invisibles à l'œil humain, en réalité. Ils se sont rendus compte que les algorithmes ou les robots traders se réveillaient la nuit pour faire des transactions, c'est-à-dire quand la bourse était fermée, et pire encore, qu'ils se réveillaient pour faire des transactions à perte. Alors évidemment, bras en bas de combat, ça y est, les machines se rebellent contre les humains, c'est le ghost dans la machine. Donc, c'est évidemment... je vous laisse explorer ça parce que ça a été extrêmement commenté, parce que c'était effectivement extrêmement troublant. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce sont dans ces interstices qu'apparaît évidemment la supposée hostilité des machines. Et Gilbert Simondon, qui est un philosophe des sciences et des techniques, écrivait en 1958 « Un homme cultivé ne se permettrait pas de parler des objets ou des personnages peints sur une toile comme de véritables réalités ayant une intériorité, bonne ou mauvaise. Ce même homme parle pourtant des machines comme s'il attribuait à ces objets une âme et une existence séparée, autonome, qui leur confère l'usage de sentiments et d'intentions envers l'homme. » Ainsi, qui d'entre nous se rend compte qu'avec un certain nombre d'outils, notamment en ligne, on utilise des bots ou des IA en permanence, comme Siri, comme l'assistante vocale d'Apple, ou comme Spotify, par exemple, le site musical qui a recours à une intelligence artificielle pour profiler ses utilisateurs. Et évidemment, ce qu'il y a de plus proche des intelligences artificielles dans l'utilisation quotidienne, c'est la publicité induite, générée par l'analyse statistique et qui vous est induite dès que vous êtes sur un site internet en réalité.
Et du coup, il faut se souvenir que l'hostilité des machines n'est pas délibérée ou intrinsèque. Et si les machines que l'on utilise actuellement ne sont pas toujours bienveillantes pour nous, ce n'est pas le fait d'une intentionnalité de la machine, mais de sa raison d'être. Par exemple, un téléphone mobile sert-il prioritairement à faire communiquer les personnes ou à faire gagner de l'argent à des compagnies? Donc, c'est peut-être ça, la véritable source de la magie de la technologie et la matrice de son pouvoir, c'est-à-dire la connaissance de l'imaginaire et les mécanismes du désir. Et pour les humains, le désir est profondément ancré dans leur capacité à construire et à modifier leur environnement et eux-mêmes. Et de ce fait, les technologies sont la connaissance de cette connaissance et non sa cause. Du coup, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de l'art des intelligences artificielles et quelques propositions artistiques que nos IA et leurs créateurs nous ont données ces temps derniers. Le plus souvent, ce sont des expériences très médiatisées et qui donnent lieu à des discussions sur la capacité à jauger des IA à partir de leurs possibles talents artistiques. Beaucoup d'entre elles utilisent le deep learning, donc l'apprentissage profond, sur lequel je ne m'étendrai pas. Je pense qu'on vous en a déjà parlé, peut-être Grégory, qui est plus technicien, en dira un mot. En tout cas, ça permet d'apprendre intuitivement par la multiplication des exemples. Hein. Et cette multiplication des exemples et son affinage permet d'avoir un niveau de compréhension plus abstrait. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand, par exemple, quand on parle des systèmes neuronaux, je vous donne une citation. Il s'agit grosso modo d'interprétation du traitement de l'information et des modèles de communication du système nerveux, à l'image de la façon dont le système nerveux établit des connexions en fonction des messages reçus, de la réponse neuronale et du poids des connexions entre les neurones du cerveau. Donc, c'est une description de type analogique. Mais elle donne aussi une forme conceptuelle qui prévaut à ce type d'intelligence artificielle. Et cette façon de voir les choses remonte au moins au premier texte de John von Neumann, qui est donc le concepteur du premier ordinateur en 1946, où il fait une comparaison méthodique entre ordinateur et cerveau. Mais il avait pris soin, et ça dans la première phrase de son introduction, de préciser, je cite, « Comme je ne suis ni neurologue ni psychiatre, mais mathématicien, le travail qui suit demande quelques explications et justifications. Il s'agit d'une tentative pour comprendre le système nerveux du point de vue d'un mathématicien, c'est moi qui souligne. » Et il avait cette distance modeste. Donc, en avril 2016, un nouveau Rembrandt a été rendu public. Sauf, que vous avez ici. Sauf que ce Rembrandt en est un, sans l'être, tout en l'étant. Il s'agit de l'œuvre d'un programme créé par une équipe de Microsoft, dirigée par Hans Augustus, et qui utilise le deep learning. Il a analysé des centaines de portraits de l'artiste pour proposer un nouveau portrait. Donc c'est une conjonction en fait du deep learning et du scanner 3D pour pouvoir faire la peinture matériellement, puisque c'est pas seulement une image, c'est une peinture matérialisée. Donc le bon coup de pinceau, etc., tout ça se fait au scanner 3D. Et donc, l'ordinateur a établi que le portrait devait être celui d'un homme entre 30 et 40 ans, caucasien, barbu, portant des vêtements noirs, une collerette, un chapeau et regardant vers la droite. Et en plus de ça, il donne des données anatomiques sur la forme des éléments du visage, comme le nez, l'oreille, les oreilles, etc. Et donc, voilà ce qui est fait à partir des données établies par l'algorithme.
Jonathan Jones, qui est un très célèbre critique d'art qui écrit principalement pour le Guardian, n'y est pas allé par 4 chemins, puisqu'il considère que ce tableau est une imposture, je cite, créée par des fous et une nouvelle manière de dévaloriser l'art. Bon, ce qui est le genre de débat qui n'en est pas, absolument lapidaire et sur lesquels on n'a rien à dire. Sauf qu'il rajoute quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ce nouveau tableau singe le style premier de Rembrandt, qui était lumineux, dynamique et brillant. Mais au fil de sa vie et de ses souffrances, la perte de sa femme, de sa fortune, de son statut, Rembrandt a abandonné ce style pour dire la vérité crue. Donc ce que dit ce critique, c'est qu'en fait, ce tableau est un faux parce que Rembrandt ne l'aurait pas fait comme ça, vu ce qu'il était devenu, et que c'est effectivement un pastiche. Et qu'est-ce qu'il met en avant ? Une vie, des épisodes d'une vie qui font un artiste. C'est cet aspect-là qui me semble intéressant. Deuxième exemple. On a tous vu arriver entre amusement et consternation l'art dit, appelé a posteriori inceptionniste du Deep Dream de Google. Donc l'équipe commence par faire l'annonce qu'elle travaille sur un système de reconnaissance d'images. Je cite, « Nous entraînons un réseau neuronal artificiel en lui montrant des millions d'exemples de formes et en ajustant graduellement les paramètres du réseau jusqu'à ce qu'il nous donne les classifications souhaitées. » Et la consigne qui est donnée à l'IA est « Quoi que tu vois, tu peux le voir encore plus ». Et en fait, là, je vous montre, il y a des choses quand même très inquiétantes. En fait, les images de départ, les premières images sur lesquelles ils ont travaillé, ce sont des images de ciel nuageux. Et la consigne donnée à l'algorithme, c'est, par exemple, s'il voit un oiseau, qu'il force la vision de l'oiseau. Et c'est ça, en fait, qui crée les images. Alors moi, je me souviens plutôt de poissons, mais il me semble qu'il y avait... Voilà dans la citation que j'ai. Du coup, elle arrive à voir des animaux dans les nuages. Je rappelle quand même que voir des animaux dans les nuages, c'est un grand classique de l'art. Et par exemple, Léonard de Vinci a tout un carnet sur la question de l'imaginaire lié à la nature et à la transformation de la nature, et notamment la question des nuages, des taches, etc. C'est un grand classique de l'art depuis toujours. Donc, je cite, « Si un nuage ressemble un tout petit peu à un oiseau, alors le système va le faire ressembler encore plus à un oiseau, disent les ingénieurs. Et en répétant l'action, le système va reconnaître un oiseau plus fortement et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un oiseau très détaillé apparaisse comme sorti de nulle part. » Alors, à la suite de quoi, d'une part, Google va rendre l'outil accessible au public et donc les images que je vous ai montrées, celle-ci, celle-là et celle-là, ce sont des images créées par des utilisateurs qui ne font pas partie de l'équipe de Google, mais donc évidemment avec ce système-là, ils peuvent faire des choses absolument totalement bien au-delà du surréalisme. Et c'est là qu'effectivement, on a l'impression que le rêve que fait la machine de Google ressemble très fortement à un cauchemar. Et l'autre chose qu'ils vont faire, et qui nous intéresse si on parle de questions liées à l'art, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont, après avoir rendu cet outil libre, entraîner une avalanche d'images hallucinées du genre de celles que vous avez vues auparavant, et puis en faire une exposition. Et donc une exposition où on vend les tableaux, et le tableau le plus cher est quand même vendu 8 000 $, ce qui n'est pas si mal pour une image générée. Alors, comme toujours, il y a deux positions qui s'affrontent, enfin, au moins deux, en fait il y en a plus que ça, mais j'en ai retenu deux. En général, une position pragmatique,
Donc, le point de vue que c'est amusant, que c'est impressionnant, mais qu'il ne s'agit pas d'œuvres d'art parce qu'il n'y aurait pas d'intentionnalité artistique. Ce dont je ne suis pas sûre d'ailleurs. Donc, du coup, on peut lire des choses comme « Après tout, certaines de ces œuvres ont été créées sans but précis, en se basant sur des observations et des choses déjà existantes, en les transformant, en les adaptant. » Alors là, pareil, je réponds comme beaucoup d'œuvres d'art. Je dirais même que l'art est le lieu du recyclage, du remix, des données culturelles et non culturelles, et que c'est le lieu du brassage véritablement. Mais il y a des positions plus intéressantes, et j'ai noté celle de Jacqueline Stryker, qui dit la chose suivante, qui, je pense, donne à penser. On n'attribuerait pas à Tony Smith les dessins et sculptures de sa fille Kiki Smith, donc le sculpteur et l'artiste qui fait à la fois des sculptures, des installations, des dessins et des sculptures. Donc, on n'attribuerait pas à Tony Smith les dessins et sculptures de sa fille Kiki Smith. De la même façon, il n'y aurait aucun sens à créditer un programmeur pour ce que son programme a créé. L'ordinateur serait indéniablement l'artiste. Là aussi, si vous voulez, on a affaire, je crois, à une position assez extrême qui, encore une fois, laisse à penser sur la question, pas seulement de la paternité, parce qu'il ne s'agit même plus de ça, mais de savoir où est-ce que l'algorithme est le créateur ou est-ce que la création, elle vient déjà d'ailleurs. Alors, en juin 2016, Ars Technica éditait Sunspring, qui est un court-métrage de Thomas Middleditch, avec Thomas Middleditch, qui est le héros de la série Silicon Valley. Et alors, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, est-ce que dans la salle vous le connaissez ou on peut le regarder 2 minutes peut-être? Alors, est-ce que j'ai du son? Je pense que j'ai du son. Je crois qu'il ne veut pas me mettre. Ah, il ne fonctionne pas. Bon, je crois que ma vidéo ne fonctionne pas. Je verrai à la fin si j'ai un peu de temps, j'irai sur le web vous le chercher. En tout cas, donc c'est un court-métrage. Ah, ça y est. Bon, je vous laisse les images pendant que j'en parle. Parce que ça va vous donner une idée. Donc, vous avez lu que c'est un scénario qui semble au premier abord assez absurde. Ça ressemble à une potacherie, une espèce de digression sur la science-fiction. Et en fait, il s'agit d'un texte avec indication de mise en scène qui a été rédigé par une intelligence artificielle à qui on a demandé de réaliser un scénario de science-fiction. Et son réalisateur anglais, Oscar Sharp, a travaillé sur ce projet avec Ross Godwin,
qui est quelqu'un d'assez connu dans ce type d'entreprise et qui se définit lui-même ainsi: artiste, technicien créatif, scientifique data gonzo, diplômé de l'Université de New York et du MIT, et ghostwriter pour l'administration Obama. J'emploie des outils informatiques pour créer de nouvelles formes et interfaces pour le langage écrit. Et donc, alors, je laisse les images, et si vous voulez, tous ces exemples, avec tout ça, j'en viens à me demander si nos machines, leurs images, leurs scénarios, n'en disent pas plus sur ceux qui les ont fabriqués, éduqués, que sur eux-mêmes. Donc, une IA pourrait créer un nouveau Rembrandt ou une nouvelle chanson des Beatles, mais bon, on en a déjà, hein, on a déjà des Rembrandt et des Beatles, et bien meilleurs en fait. Mais l'autre problème, ou un problème, c'est parce que ces algorithmes nous imitent, qu'ils reproduisent... Bon, là, on a quand même affaire à des choses qui sont à peu près aussi déjantées que les personnes qui les ont créées, en réalité. Mais la question, c'est qu'ils reproduisent aussi nos préjugés. Ici, vous avez TypeTweets, donc l'intelligence artificielle de Microsoft, qui avait été mise en ligne sur Twitter. Et là, clairement, ils ont tenu 16 heures, ce qui quand même est beaucoup. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, donc là, vous avez un certain nombre de tweets à peu près à la fin que dit Tay, parce que ce qui se passe, c'est que les internautes comprennent très vite que Tay réagissent par imitation. Donc ils vont provoquer l'algorithme, ils vont provoquer l'IA, y compris sur tous les points de Godwin, et elle va réagir avec en disant des choses absolument impossibles, quoi, en grillant toutes les règles de Twitter. Donc ils sont obligés de la déconnecter. Et tout ça parce que on est dans des systèmes imitatifs. Mais bon, ces exemples, voilà, en fait, il y a plein de questions. Si vous voulez, le problème, c'est que les machines recréent nos préjugés. Mais alors, ces exemples de création machinique disent autre chose, je crois de plus important encore. En fait, deux choses. Est-ce qu'on laisserait des IA libres de créer leur propre art si elles le pouvaient? Deuxièmement. Autrement dit, si l'on veut parler de créativité des IA, il faudrait déjà commencer par libérer les IA de notre façon de voir. Et si les IA peuvent créer un art qui leur soit propre, est-ce qu'on pourrait y comprendre quelque chose? Déjà, je trouve que ce n'est pas si évident de comprendre l'art contemporain des humains quand on n'est pas une spécialiste. Alors, quelques exemples pour en finir, donc des exemples d'art. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir, mais il n'est pas très étonnant que ce soit au cinéma ou en littérature que l'on trouve le plus de projections de développement conséquent des intelligences artificielles, puisque c'est dans des utopies ou des dystopies, notamment de science-fiction, que se trouvent les réflexions les plus aiguës des formes scientifiques, économiques et sociales alternatives. Donc on a vu tout à l'heure HAL 9000 et AVA, et il y a beaucoup d'autres exemples, par exemple Bishop dans Alien, ou David ou Gigolo Joe dans AI de Spielberg, ou bien Skynet dans Terminator, ou bien la Matrice dans tous ces avatars dans Matrix, ou bien TARS dans Interstellar. Bref, il y a quand même un certain nombre d'exemples. Je voudrais juste retenir l'exemple de Ian M. Banks, avec ce que je crois une des choses les plus intéressantes dans une réflexion sur une civilisation qui serait une civilisation humaine, mais une civilisation humaine qui a développé ces technologies, mais d'une façon positive. Et donc, c'est le cycle de la culture, où il décrit un monde qui est un monde rempli d'intelligence artificielle. Donc, la civilisation humaine est étendue à de multiples univers, elle est pacifiée, et on peut même dire anarchisée, puisqu'il n'y a pas de système central, et elle est accompagnée d'IA qui ont des formes diverses, de cette chose qui est... c'est une interprétation par un artiste designer.
Je vous mets le tableau suivant qui correspond aux émotions, aux couleurs dans lesquelles se changent ces IA avec leurs émotions. Donc, elles ont établi des formes de communication avec les humains. Donc il y a deux types d'IA. Il y a des IA qui s'appellent des drones et qui sont en fait des IA de petite taille, qui sont des IA rapprochées, qui sont des serviteurs, mais aussi des gardes du corps, des choses comme ça. Et puis il y a des IA beaucoup plus puissantes qui sont en général abritées par un vaisseau, des vaisseaux de la taille d'une planète, et qu'ils appellent des manteaux, minds. Et ces intelligences artificielles ont des personnalités. Elles sont même névrosées, voire parfois folles. Et donc, au cœur du cycle du roman se trouve la thématique de la communication, du partage, de la tolérance entre les espèces. Donc, des espèces qui n'auraient ni les mêmes fonctionnements, ni les mêmes croyances, ni les mêmes intérêts. Et il y a des pages entières de discussions entre les vaisseaux. Ces discussions entre les vaisseaux montrent, je crois, je vous y renvoie, notamment dans l'Excession ou la Sonate rodriguienne, si vous voulez, l'auteur essaie de comprendre ce que serait des choses créées par nous, mais qui seraient devenues complètement exogènes, qui auraient autonomisé leur façon de penser. Et lire ces pages est assez étonnant. Et il y a aussi des œuvres contemporaines, je vais vous en montrer deux, vous donner des exemples, qui utilisent les intelligences artificielles. Par exemple, le travail de Jem Elks, qui a fait exactement le contraire de ce qu'a fait Google avec Deep Dream, c'est-à-dire qu'il a pris des images. Il a pris des images, pareil, donc il a créé une banque de données de photographies, en l'occurrence, de je ne sais pas combien, 14 millions de photographies, mais au lieu de donner comme indication aux algorithmes de leur rendre de plus en plus visibles ou de rendre des images, représentationnelles, l'IA a fait ce qu'elle voulait. Et elle a créé une série d'éléments qui sont devenus de plus en plus abstraits. Donc ça, c'est le même outil, et finalement, lui, il décrit ça comme le subconscient de la machine. Et on en revient à la question d'avant. Et comme je dois aller vite parce que j'ai déjà pris le temps qui m'était imparti, je voudrais juste citer le travail de Susan Treisler, qui est une fiction qui s'appelle HFT The Gardener, le jardinier, qui est une fiction où elle mêle la question de la finance, de l'urbanisme, de l'ésotérisme, de la numérologie, etc. Enfin, c'est une espèce de travail qui est à la fois un travail de dessin, de vidéo, etc., sur comment la question de l'interconnexion avec les intelligences artificielles. Je voudrais aussi citer le travail de Frédéric Deslias. Alors là, il faudrait le regarder en entier, mais je vous avais les données ici. En fait, c'est un travail qui a été fait à partir du texte d'Éric Sadin, oui, excuse-moi. Et c'est à la fois un spectacle vivant et une vidéo qui est très courte en fait, qui fait 2 minutes, mais je ne sais pas pourquoi mes vidéos ne se lancent pas, du coup je suis en train de perdre du temps inutilement. Mais cette vidéo est très intéressante parce que c'est la vision de l'intelligence artificielle qui surveille une femme. C'est 24 heures de la vision d'une intelligence artificielle, et donc c'est une vision à la fois du dedans et du dessus, comme l'œil de Dieu. Donc c'est très intéressant. Et je vais juste finir par ce que je vous ai montré au tout début,
qui est en fait Elliot, une intelligence artificielle conversationnelle qui a été créée par David Guess et Sylvie Tissot, et qui est la question du dialogue. Et voici ce qu'il dit. Au fond, le dialogue avec nous-mêmes va disparaître. Et c'est la question pour lui de comprendre ce que c'est que le langage et la communication. Et je finis avec 2 images. Voilà, ça c'est un travail qui a été fait avec Trevor Paglen, qui est un artiste contemporain, et le Kronos Quartet sur des questions liées à la musique. Et il a donc créé une intelligence artificielle pour faire des analyses de reconnaissance faciale lors d'un concert des musiciens. Donc le Kronos Quartet est un quartet de musique contemporaine. Et ce que l'on voit sur les exemples que j'ai captés, c'est que systématiquement, l'intelligence artificielle se trompe. Voilà, je vais laisser la parole à Grégory pour ne pas déborder complètement. Alors, je vais prendre le son. Je vais prendre. Donc, bon, je ne sais pas encore très bien ce que je vais raconter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est des sujets extrêmement complexes qui mélangent plein de choses. Vous l'avez vu, des dimensions ultra techniques où il faut rentrer dans le détail, parce que sinon on reste aux généralités, des généralités philosophiques qu'il faut questionner. Des questions liées à l'art, etc. Donc c'est un sujet un peu trop gros. Je vais essayer d'être assez rapide et puis pour ouvrir un peu la discussion, l'échange avec Manuela, avec vous. Et donc voilà. Donc commencer par cette citation de Turing assez étonnante qui dit si on attend d'une machine qu'elle soit infaillible, alors elle ne peut pas être intelligente. Et ce qui est amusant, c'est que dès la première cybernétique, que ce soit Turing, Neumann, Wiener, ils ont posé complètement différemment la question de l'intelligence. Et aujourd'hui, il y a une espèce de régression complète dans les masses médias, chez certains scientifiques, sur cette question de l'intelligence artificielle qui nous empêche de penser ce truc-là. Qui vraiment, c'est bourré d'erreurs. Et on n'arrive pas à se dépatouiller avec ça parce que les masses médias fournissent une conception de l'intelligence artificielle ou de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle totalement délirante, et qui est régressive par rapport à ce qui s'est passé dans les années 50. Donc on n'a pas, sur l'intelligence de l'intelligence artificielle, on a régressé. Clairement, on a régressé. Alors, je parlerai peu de mon travail, peut-être un peu à la fin, parce que je suis assez mal à l'aise de parler de mon propre travail artistique. Commenter mon propre travail artistique, c'est un peu absurde. Juste vous signaler que cette question de l'imagination artificielle, je l'ai proposée parce que je suis chercheur à Normale Supérieure, Paris, et que c'est le thème d'un séminaire de recherche auquel vous pouvez vous référer, qui s'appelle postdigital.ens.fr. Donc pour commencer, j'aimerais juste signaler que la question de l'imagination artificielle, moi mon hypothèse en tant qu'artiste, c'est que j'ai comme objectif de remplacer le concept erroné d'intelligence artificielle par le concept fondé en raison d'imagination artificielle. Moi, en tant qu'artiste, remplacer l'intelligence par l'imagination, ça me convient. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est super intéressant de faire ça. Et en tout cas, ça entraîne une différence par rapport au discours dominant. J'aimerais aussi signaler en guise d'introduction que cette question de l'intelligence artificielle qui prend aujourd'hui des proportions, énormes, pas seulement dans les médias, mais aussi d'un point de vue politique, au niveau du financement de la recherche, etc., rentre dans un contexte général où il y a un énorme débat entre la question de la raison et de l'imagination. Je veux parler et du rapport entre la vérité et la non-vérité. Je veux parler, bien évidemment, du conspirationnisme, des fake news, de toutes ces questions. Et je crois qu'il faut se poser à nouveau la question de la vérité. Et une partie du conspirationnisme, vous savez, après le 11 septembre, il y avait eu ces images du World Trade Center où des gens voyaient dans la fumée des visages, où ils arrivaient à analyser. C'est un peu comme un réseau de neurones qui marcherait pas, qui serait dysfonctionnel et qui reconnaîtrait
dans ces attentats des choses qui n'y sont pas. Donc le conspirationnisme humain, c'est un réseau de neurones défectueux qui marche plus très très bien, et peut-être que notre réseau de neurones à nous ne marche plus vraiment très bien. Et bien évidemment, il y a une énorme différence, ce que je vais essayer de tracer, mais à coup de hache, entre la connaissance, ce que c'est réellement l'IA, l'intelligence artificielle, et l'idéologie absolument délirante qu'il y a autour de ces questions que tu as commencé à esquisser. Et c'est pour ça que la question de l'imagination artificielle m'intéresse, parce que pour moi, déjà, l'intelligence, on l'imagine. Notre intelligence, on l'imagine, et l'intelligence des machines, on l'imagine. Donc peut-être que tout ça, déjà, serait une question uniquement d'imagination, et peut-être que l'imagination n'a jamais été qu'une manière d'imaginer l'intelligence. Notre intelligence est l'intelligence des plantes, des animaux, de notre environnement. Donc peut-être que la question de l'imagination aurait un rôle bien plus central dans la question de l'intelligence. La question qui est posée, qui est une vieille question philosophique, c'est est-ce que l'imagination ne serait pas à la base de l'intelligence? C'est cette vieille question kantienne. Est-ce que la spontanéité de la raison, c'est pas l'imagination et non pas l'intelligence? Alors, je vais un peu reprendre des choses qu'on a déjà vues, mais tout de même, je vais les reprendre autrement. Bon. Ce fameux, et je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a tellement de choses à voir, et vous avez sûrement tellement de choses à dire aussi. Cette fameuse question de l'intelligence artificielle, elle nous est revenue d'une manière super bizarre, parce qu'habituellement, l'intelligence artificielle, c'était globalement l'être humain Kasparov contre Deep Blue, et c'était des machines logico-mathématiques, quoi, qui traitaient du langage, le jeu d'échecs. Et ça nous est revenu, pas du tout par ce biais-là, mais par le biais des images, c'est-à-dire par cette question... ce fameux article, ces fameuses images Deep Dream, donc ce fameux article publié, inceptionniste, hein, c'est publié par Google, donc pendant l'été 2015. 2 jours plus tard, Facebook sort à peu près la même histoire. Je crois que je ne l'ai pas ici, mais c'est Ice Cream. Et il y a une espèce de bataille à ce moment-là entre Google, Facebook, qui sortent les codes sources, mais en une séquence de temps extrêmement réduite. Comme si c'était déjà dans les labos, mais qu'il fallait à tout prix le donner au public très très vite. Comme s'il y avait un enjeu de le donner au public très vite. Ça veut bien dire que dans cette manière de donner le code, de diffuser ça, il y a de l'imaginaire. Et parce que cette fameuse, soi-disant, intelligence artificielle, ce qu'elle fait d'abord, et c'est comme ça que ça nous est revenu, c'est de voir dans des pizzas des mollusques et des chiens. Bon. Et c'est d'halluciner. Parce que le propre de ces images, c'est que bien sûr, elles font référence au psychédélisme et à la contre-culture américaine, qui est l'un des fondements de la Silicon Valley. Ce sont des hallucinations sous LSD. Et ça nous fait jouir de voir une machine qui hallucine sous LSD. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit quelqu'un complètement défoncé et qu'on s'imagine de quelle manière il tripe, quoi. Et on a ce rapport-là à la machine qui est donc directement beaucoup plus étrange que cette espèce de prétendue rationalité. Il y a une jouissance pour nous à imaginer l'imagination de la machine. Alors comment définir l'imagination? Je vais aller très vite. Première définition, l'imagination, c'est la capacité de produire des images. Et des images, il y en a de 2 types. Il y a des images mentales et il y a des images matérielles. Les images mentales, c'est ce qu'on a dans la tête. Et les images matérielles, par exemple, ça va être une peinture, ça va être quelque chose qui va être inscrit. La relation entre les images cognitives et les images matérielles n'est pas une relation simple. Parce que bien sûr, les images matérielles ne sont pas simplement une projection à l'extérieur d'images cognitives. C'est beaucoup plus complexe. Donc voilà. Cette pareidolie, c'est-à-dire cette capacité à voir, par exemple, dans les nuages quelque chose qui n'y est pas, ou cette aphonia, comme dirait Eto Strehl, est à la base de ce retour de l'intelligence artificielle qui est donc une image. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord quand on parle de ces trucs Deep Dream, etc., on parle de réseaux récursifs de neurones, j'imagine qu'il y a eu des gens avant nous qui en ont parlé, mais très rapidement, comment ça marche? De quoi on parle? En fin de compte, ça n'a aucun rapport avec l'intelligence. Donc on abandonne le mot intelligence artificielle, qui est un faux concept. On va parler d'induction statistique. Bon, ça veut dire quoi l'induction statistique? C'est une vieille méthode, l'induction, qui avait plutôt été abandonnée dans les sciences physiques et dans les sciences mathématiques. Ça consiste à prendre beaucoup d'informations, beaucoup de données, et par généralisation, à en tirer des règles. Bon, c'est ça une induction. Alors, qu'est-ce que fait un réseau récursif de neurones? Donc, il rentre d'abord des données, donc c'est l'input, beaucoup de données. On va s'y intéresser à ces données, parce que c'est des données très particulières et qui donnent une lecture hallucinante des 10 dernières années. On y rajoute un peu de bruit. Il nous faut du bruit. On verra pourquoi il nous faut du bruit. Le rôle du bruit est très important.
Ensuite, il va reconnaître des ressemblances entre toutes ces données. Il va générer des choses qui ressemblent, qui sont dans le même style. Et ensuite, ce qu'il va faire, il va y avoir une autre couche du programme qui va dire est-ce que ça appartient à la même série de données ou est-ce que ça n'y appartient pas. C'est celui qui va discriminer. Donc ce sont des programmes schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils génèrent quelque chose et ils discriminent. Et le propre de cette discrimination, et c'est ça qui fait la puissance des réseaux de neurones, de cette induction statistique, c'est qu'on va réintroduire dans le générateur l'erreur, c'est-à-dire les mauvais résultats, on va les réintroduire dans le générateur. Donc en fin de compte, c'est une espèce de boucle de l'erreur qui va re-rentrer dans le système. Bon. Ceci étant dit, quand on a cette forme-là, en fin de compte, il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien d'idiot non plus, c'est juste des boucles, en fin de compte. Et le propre de ces boucles, alors c'est pour ça que quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on fait une petite erreur. Alors là, c'est un schéma de Matteo Pasqualini, mais je n'aurai pas le temps de le détailler, mais c'est le schéma qui résume le mieux ce que c'est qu'un réseau récursif de neurones. Ah oui, ça c'est Ice Cream de Facebook. Mais c'est qu'en fin de compte, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de deux choses différentes. On parle de ce qu'a fait Minsky dans les années 60, c'est-à-dire des systèmes experts et des systèmes symboliques. L'idée, c'était de recréer vraiment l'intelligence humaine. Et il y avait une autre personne qui est morte prématurément, qui est Frank Rosenblatt, qui est mort en 71. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, les réseaux récursifs de neurones, c'est lui l'inventeur des réseaux récursifs de neurones, jusqu'à la fin des années 80, finalement, c'était un peu mort. C'était surtout les études de Minsky qui prenaient le dessus. Et Rosenblatt, en fin de compte, faisait pas du tout de symbolique, traitait pas de symbolique, mais uniquement d'inductif, c'est-à-dire prendre beaucoup de données pour en tirer quelque chose. D'où viennent ces données, ce qu'on appelle des datasets? Ils viennent en grande partie d'Internet. C'est-à-dire que c'est souvent des données qui ont été accumulées sur Internet par vous, par chacun d'entre nous, et qui permettent de nourrir après les machines. Je signale immédiatement là qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux à penser que ce qu'on a appelé cette fameuse thématique du big data, qui a été une espèce de keyword qui est tourné depuis près de 10 ans, avec des entreprises comme Google, comme Facebook, comme Twitter, qui dépensaient des millions de dollars pour enregistrer toutes ces données. Et toutes ces données qui avaient cette chose très bizarre qui était, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on enregistre tout, que les anonymes sont enregistrés, que l'archive est presque intégrale. On ne comprenait pas très bien pourquoi on faisait ça. C'était pas très clair. Et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles on faisait ça, ce serait pour nourrir les machines de suffisamment de données pour pouvoir faire de nouvelles machines. Alors, la grande nouvelle, c'est quoi? Et c'est ça, c'est Ice Cream de Facebook. Ce que vous voyez là, c'est de la génération d'images photographiques, de textures photographiques. La grande nouvelle, c'est que les machines savent faire des choses qui ressemblent à autre chose. C'est-à-dire, savent faire de la représentation, de la mimésis. Et c'est pour ça que ça engage totalement et entièrement la question de l'art. C'est parce que traditionnellement, l'art, de manière très très classique, c'est la mimésis, très simplement. Et que pour la première fois, les machines, elles savent faire quoi? Lire, se nourrir de beaucoup de données, des textes, des images, des sons, et faire quelque chose qui y ressemble. C'est quoi quelque chose qui ressemble à des données? C'est quelque chose qui pourrait appartenir de manière crédible à la même série. Je lui fais rentrer beaucoup d'oiseaux, et il me sort un oiseau. Mais cet oiseau, il n'existe pas dans les données d'origine. Il pourrait faire partie de la même famille, mais il n'y est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose en même temps qui répète, qui ressemble, qui répète, et qui est en même temps différent. Il faut les deux à la fois. Et on verra que le fonctionnement des réseaux récursifs de neurones, c'est précisément ça. C'est des choses qui répètent et qui sont en même temps différentes. Vous aurez compris, j'imagine, que ce qui rend les choses différentes, c'est le bruit. C'est le bruit aléatoire qui rend les images différentes. Alors, je vais rapidement passer sur un certain nombre de choses. La question, c'est qu'est-ce que peut l'imagination artificielle? Vous en avez vu des exemples. ArcGIV est le site de l'Université de Cornwall sur lequel il y a la plupart des publications scientifiques sur les réseaux de neurones. Et ce qui est hallucinant, c'est que toutes les semaines, il y a des nouveaux articles avec de nouvelles possibilités. Et il y a une espèce de communauté qui est en train de se créer autour de ces questions et qui avance à vitesse grand V. Alors, je vais rapidement passer là-dessus parce que je n'aurai pas le temps.
mais j'ai fait une espèce de typologie de l'imagination artificielle, c'est-à-dire de la capacité des machines à produire des représentations. Donc d'une part, avec les types de médias auxquels on arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'on arrive à produire, le type de tâche, le type d'action et le type de tendance. Je vais expliquer ça rapidement. Alors sur les médias, il y a à peu près tous les médias. On arrive à peu près à faire tous les médias qu'on a aujourd'hui pour une raison assez simple. Et là, il y a des éléments de convergence, c'est que tous les médias aujourd'hui sont numériques. C'est une fameuse idée. Et donc, par voie de conséquence, on peut utiliser le même logiciel pour créer d'autres médias. Donc ce qu'on voit apparaître là historiquement, sans avoir une lecture paranoïaque de l'histoire, c'est des éléments de convergence entre le big data, la numérisation pour nourrir les machines. Alors ça, c'est un des exemples. Donc c'est un logiciel très connu, très facile d'accès, qui s'appelle Pix2Pix, et qui permet par exemple, de donner le style d'une image à une autre image. Là, par exemple, ça va être des paysages. Je passe ça rapidement, je mettrai ça en ligne, il y a tous les liens. C'est donc un système de réseau récursif de neurones qui permet, par exemple, à Obama de dire des choses qu'il n'a pas dites. Donc, toujours cette vieille question de la représentation, faux, vrai, les petits grains de raisin sur lesquels le bec de l'oiseau se casse. Le texte, Deep Grimble, avec lequel j'ai collaboré, parce que j'ai fait je vous montrerai peut-être après, des illustrations pour ça. Deep Grimble, c'est des textes, de la poésie générée par un réseau récursif de neurones. Donc l'intérêt des réseaux récursifs de neurones, c'est que c'est non directionnel. C'est-à-dire qu'à la différence d'une génération morphologique, on met des données et on voit ce que ça donne. Et on règle le bruit. On règle le bruit. S'il y a beaucoup de bruit, ça devient de plus en plus chaotique. S'il n'y a pas beaucoup de bruit, ça répète un peu toujours la même chose. Donc il faut trouver le juste milieu. Et ce qui est intéressant là, quand on est artiste, c'est qu'il y a une joie, alors moi j'en parle de manière très très personnelle, à produire quelque chose auquel on ne s'attendait pas vraiment. Il y a un effet de surprise. Et c'est cette fameuse question de la diké grecque, donc je vous reporte à Dion, Appel de Cause, qui est, quand les artistes, depuis la Grèce antique, doivent reproduire des phénomènes naturels, ils doivent utiliser le hasard et la bonne fortune. C'est donc Appel de Cause qui, pour simuler la mer, pour faire représenter la mer, jetait de la peinture sur une surface, et que donc il y a un rôle du hasard dans la surprise de l'artiste, dans le sens d'une représentation et de la complexité de la nature. Alors, j'aurais pas le temps de montrer ça, mais vous pourrez voir, ça c'est un moment extrêmement émouvant. C'est un réseau de neurones qui apprend à parler. Et c'est hallucinant, parce que vous savez, les réseaux de neurones, ça se répète. Il faut répéter ça par plusieurs cycles. Et en fin de compte, au début, il babille comme un bébé, et progressivement, on voit on entend les mots se détacher. Et c'est proprement hallucinant parce qu'il y a une isomorphie, une analogie, on va dire, entre l'apprentissage chez l'être humain et ses stades de développement linguistique et l'apprentissage chez les machines. Et ça, c'est lié au fait, on n'a pas le temps de le développer, mais que la machine, depuis très longtemps, est considérée comme un enfant auquel on doit apprendre des choses. C'est un peu l'une des métaphores. Encore la 3D, capacité de faire en 3D des visages, à partir de photographies 2D, de faire des visages 3D. Je ne parle pas bien sûr de photogrammétrie, mais de neural network. Bon, les domaines design graphique, design objet, design comportemental, scénarisation, je passe ça rapidement. C'est un peu appliqué dans tous les domaines. Autodesk aujourd'hui développe le projet Dreamcatcher qui est très intéressant et qui permet, avec des réseaux de neurones, de produire des objets. Ça va bientôt être sur le commerce. C'est appliqué en architecture. Manuela a parlé de ce film. Les actions. Quel type d'action ça produit? Après, je parlerai un peu d'art, parce que là, on est beaucoup en design. Mais l'intérêt du design, c'est qu'on peut en parler rapidement. Non, mais c'est plus simple, quoi. Ça reste instrumental. Donc la causalité est plus simple. L'art, c'est un peu plus compliqué. Alors, les actions. Donc, je dirais, les réseaux de neurones, et Manuela a commencé à en parler, cette intelligence dite artificielle, cette imagination artificielle, cette induction statistique est relationnelle. C'est-à-dire la considérer comme autonome, c'est-à-dire c'est le grand projet de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généralisée. C'est le projet de Reza Negarestani, qui est philosophe et qui sort bientôt un livre sur cette question-là. L'idée qu'il y aurait une intelligence artificielle totalement autonome. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ou l'imagination artificielle, est relationnelle, c'est-à-dire est en relation avec l'être humain. Ça nous permet d'explorer, de faire évoluer des choses, de reconnaître des choses, de prédire des choses, de transférer quelque chose sur autre chose, de traduire, d'optimiser et de recombiner.
Je vais vous donner des exemples à chaque fois. Donc l'exploration, par exemple, c'est l'exploration des polices de caractère. Reconnaître des ressemblances dans des stocks de données extrêmement importants que l'être humain a produit mais n'est pas capable de percevoir. On a une dimension esthétique nouvelle, c'est que nous produisons des choses que nous n'arriverons plus à percevoir, c'est-à-dire du sublime finalement, du trop grand pour nous. L'exploration, là c'est un commissariat, une curation faite par une machine, donc la programmation d'un commissariat d'art faite par une machine, ça marche très bien. L'évolution, faire évoluer, faire dégénérer une police de caractère jusqu'à la limite de sa lisibilité. Et puis, par exemple, faire des visages. Donc là, les expressions de chacun des visages n'est dans aucun des visages. Donc il y a une décorrélation entre l'expression et le visage. Et ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est le truc d'après. C'est un exemple, c'est quand on commence à rajouter un peu de bruit. C'est la même chose, mais avec plus de bruit. Et ce qu'on voit apparaître, c'est la naissance d'un visage. C'est qu'on voit très bien que dans un réseau récursif de neurones, quand on ajoute du bruit, il y a quelque chose d'étonnant et qui nous fait penser un petit peu à l'impressionnisme, qui nous fait penser à quelque chose qui est en train d'émerger, à quelque chose qui est en train de naître. Et dans le bruit, les choses naissent. Il y a chez Lucrèce, par exemple, une tradition liée à ça. Ensuite, il y a eu de nombreux biais qui ont été dénoncés. Là, c'était un réseau récursif de neurones qui permettait, selon son auteur, de détecter la tendance sexuelle d'une personne. Donc ça a été largement contesté, et la publication scientifique a été aux États-Unis, il faut savoir, a été dénoncée et a été réfutée largement. Là, c'est un exemple d'un de mes travaux très rapides. C'est que j'ai passé le film d'Antonioni, Blow Up, dans un réseau récursif de neurones, donc il compare les images de Blow Up à beaucoup d'images sur Internet. Et les sous-titres que vous voyez en dessous, c'est ce que comprend la machine. Et ce qui est hallucinant, c'est que quand on regarde Blow Up du début jusqu'à la fin avec ce système, la machine nous raconte une histoire qui n'est pas l'histoire de Blow Up, mais qui est une histoire cohérente. Donc, à partir d'un film, on pourrait en faire beaucoup d'autres. J'attire votre attention sur le concept d'hyperproduction. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui permettent, à partir des données que déjà nous avons accumulées, d'en produire encore, toujours plus. Or, l'imagination a à voir fondamentalement avec un certain régime du possible et à la multiplication des possibles. Prédiction de goût, bon, ça c'est l'une des choses les plus connues. Ça c'est Pix to Pix aussi, on fait un petit gribouillis, on met un style de photographie et on arrive à Picasso, globalement. C'est des transferts de style à un autre style. Ce qui est intéressant là, c'est la multiplication des possibles. J'insiste sur ça, sur le caractère spéculatif de ces images. Ou encore le fait de traduire une photographie, une image dans une autre image. Là, c'est un autre exemple de traduction. Je dessine les choses de couleur, l'input, c'est juste, je dessine des formes de couleurs, et je lui donne un style de bâtiment, de façade de bâtiment, et je crée une nouvelle ville. Le fameux exemple des oiseaux. Donc de nouvelles espèces d'oiseaux existent maintenant dans les ordinateurs. Il suffirait qu'ils se mettent dans Wikipédia pour qu'on arrive à combattre l'extinction des espèces animales. Ça, c'était un exemple aussi d'un truc que j'avais fait en utilisant d'ailleurs le même procédé que le Rembrandt pour faire l'impression de la peinture. C'est une impression qu'on appelle 2.5 qui permet d'avoir un léger relief. C'est un mélange d'impression à jet d'encre et d'imprimante 3D. Donc là, je lui ai donné des peintures. Donc il m'a produit des peintures abstraites et j'ai remis l'image dans le réseau de neurones pour qu'il le décrive, qu'il donne le titre. Donc là, on a un oiseau dans l'eau. Là, on a un chat assis sur un banc. Ce qui est intéressant dans l'oiseau avec l'eau, c'est que notre imagination, et c'est ça aussi, l'imagination artificielle, c'est l'imagination aussi de l'artificiel, venant des machines, mais venant de nous-mêmes. Quand on regarde ça, on se dit, mais pourquoi il a imaginé ça? Pourquoi il a donné ce titre-là? Et on remarque que, alors c'est pas très visible sur l'image là, mais tout de même, on la voit mieux à l'écran, c'est qu'il a reconnu l'eau, tout simplement parce qu'il y a des espèces d'ondes dans cette image-là. Et donc, ce qui est fondamental là, c'est que notre imagination aujourd'hui est déterminée par ce que produisent les machines. Peu importe qu'elles soient intelligentes, qu'elles aient une fonction d'imagination, c'est que notre imagination aujourd'hui est totalement liée à ça.
me semble-t-il. Bon, je passe. Là, c'est encore d'autres projets de création de visages. Dans tous ces exemples-là, sauf peut-être les miens, il y a une espèce de naïveté artistique. C'est-à-dire que c'est de la creative engineering, c'est-à-dire que c'est des gens qui ignorent l'histoire de l'art, qui ignorent que l'art est entré dans une phase un peu plus complexe par rapport à la représentation. Et j'insiste sur le fait que toutes ces tentatives-là sont très régressives artistiquement. On est vraiment dans l'art, même pas l'art classique d'ailleurs, on est sur une conception de la créativité, presque. Bien sûr, à la fin, je vais essayer, je ne sais pas encore combien de temps il me reste, mais de vous donner des exemples de qu'est-ce que ce serait l'art de l'imagination artificielle, et vous allez voir que ça n'utilise pas des réseaux de neurones, à mon avis. Ensuite, les tendances, c'est cette relation entre l'être humain et la machine. Donc la servitude, on peut être asservi, augmenté, il peut y avoir une coopération, une adaptation, on peut être remplacé, et ça peut s'autonomiser. Voilà, c'est les grands pôles affectifs que j'ai tenté de faire. Bon. Donc là, bon, vous avez Manuela a parlé aussi de cet exemple. J'insiste sur le fait qu'il y a une certaine... Ce qui est intéressant, c'est pas de voir qu'une IA peut devenir raciste, fasciste. C'est la jouissance que nous avons de savoir qu'elle peut le devenir. Et la joie qu'ont les médias de rendre compte de cela. Il faut toujours avoir ce double discours, il faut faire super attention à nous-mêmes. C'est que nous avons une réflexivité par rapport aux machines et nous devons commencer à analyser la manière dont nous réagissons à cet imaginaire. Bon, bien sûr, la coopération, c'est dans le domaine médical. L'adaptation, c'est bien sûr le fait que quand nous utilisons des chatbots, ça modifie notre manière de penser. Je vais rapidement avancer parce que je veux montrer des choses. Je vais essayer maintenant un peu de théoriser ça. Donc moi, ma thèse, c'est que l'imagination artificielle, c'est indissociablement l'imagination des machines et notre imagination par rapport aux machines. Que l'imagination, elle n'est jamais seule, c'est toujours une image d'image. Et si on ne comprend pas ça, je pense qu'on passe à côté du problème. Alors, ce petit mème Internet est tout simple, mais pour moi, il est très signifiant. C'est que nous demandons à la machine des choses que nous ne sommes pas sûrs d'être nous-mêmes. Donc il y a une espèce de conjuration par rapport aux machines. Nous demandons à la machine d'être intelligente. Le sommes-nous ? Nous demandons à la machine de faire des œuvres originales. Est-ce qu'aujourd'hui un artiste peut prétendre faire une œuvre originale ? Bref, nous requérons, nous exigeons de la machine ce que nous ne pouvons pas nous accorder à nous-mêmes. Et donc il y a un rôle quasiment, alors là presque psychanalytique de la machine, qui est une espèce de miroir déformant comme ça. Bien sûr, il faut déconstruire les récits parce que voilà, c'est le grand délire. Et c'est le délire aussi au niveau politique, puisque par l'intelligence artificielle, on parle de tout, de n'importe quoi, et ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Déconstruire les récits, c'est très important parce que les récits, fussent-ils imaginaires, ont des effets réels. L'idéologie technique est performative. Elle a des effets sur la réalité. Je passe sur ça. Alors, j'aimerais porter votre attention sur le deuxième test de Turing. Alors, je reviens à la vieille cybernétique, mais c'est incroyable cette cybernétique, puisqu'en plus, beaucoup de cybernéticiens étaient aussi un peu des romanciers, ils écrivaient des histoires aussi. Ils n'étaient pas seulement scientifiques, ils étaient aussi, parfois, ils avaient de l'imaginaire. Alors, Turing, c'est un personnage très intéressant, comme vous le savez, et Turing, le test de Turing existe en deux versions. D'abord, pour Turing, l'intelligence, c'est un bourdonnement dans sa tête. C'est tout. Il n'y a pas chez Turing l'idée que l'intelligence humaine, c'est une espèce d'essence comme ça, c'est juste un bourdonnement dans sa tête. Pour Turing, l'intelligence, il n'y a pas de preuve de ça. Bon, j'imagine que le premier test de Turing, vous le connaissez. Bon, vous savez, il est fondé au départ sur un jeu sexuel. C'est pas du tout un problème technique au début, c'est un jeu sexuel. C'est un jeu dans la société bourgeoise du 19e siècle anglais qui consistait, quand on allait chez un couple, à définir qui était l'homme, qui était la femme, en posant des questions à haute voix, et l'homme et la femme étaient cachés derrière la porte et répondaient avec des papiers. Turing a adapté ce test sur le genre sexuel aux machines, dans une première version, mais il n'était pas content du premier test de Turing, qui est d'ailleurs le seul que l'histoire a retenu. Le deuxième, il disait, mais finalement, ce qui n'est pas bien, c'est que comme la machine essaye de copier l'être humain, il y a une inégalité entre l'être humain et la machine.
Donc ce qu'on va faire, on va prendre un homme, on va prendre une machine, et ils vont tous les deux faire semblant d'être des femmes. Et ce deuxième test de Turing, il est hallucinant parce qu'il permet de comprendre que, bien évidemment, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça ne consiste pas du tout, alors là, il ne faut pas penser les choses comme ça. La question, c'est pas est-ce que les machines sont capables d'intelligence, le sommes-nous? Est-ce que les machines sont capables de faire de l'art, le sommes-nous? C'est est-ce que nous pouvons faire croire que nous sommes intelligents? Or, quand quelqu'un vous dit « vous êtes très intelligent », c'est une manière de dire qu'il est encore plus intelligent et de s'approprier l'intelligence. Parce que s'il peut juger que vous êtes très intelligent, alors il est encore plus intelligent. C'est-à-dire que le phénomène d'attribution de l'intelligence ou de l'imagination ou de l'art, c'est un phénomène de capture, c'est un phénomène de captation, ce n'est pas un phénomène d'attribution d'une essence. Bon, à partir du moment où on comprend ce modèle relationnel, ça change du tout, et surtout ça change du tout parce que là, on arrive à des questions proprement artistiques, qui sont des questions strictement, à mon avis, strictement relationnelles. Par ailleurs, moi je suis pour l'abandon de l'intelligence, au-delà du fait qu'on ne sait absolument pas ce que c'est, parce qu'il y a une espèce de théologie de l'intelligence. Quoi, vous ne pensez pas, la machine intelligente, ça n'a pas de sens. Donc l'angle mort de l'intelligence ou de l'imagination artificielle, c'est l'être humain, c'est nous-mêmes. Bon, je passe, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, je passe rapidement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que l'imagination artificielle, c'est un concept nouveau, mais qu'il y a une occurrence en 1969 d'un cybernéticien informaticien qui s'appelait Kaufmann, qui était à l'université de Grenoble ou de Toulouse, et qui a écrit un texte qui s'appelle l'imagination artificielle, qui est proprement hallucinant parce que c'est un texte où ils ont fait des tests pour que les machines produisent des propositions, fassent des propositions, et après il y avait des groupes humains de créatifs qui choisissaient ces propositions. Donc déjà on était dans cette collaboration entre l'être humain et la machine, mais globalement il y a très très peu d'occurrence du concept d'imagination artificielle. C'est pour ça que je m'y intéresse. Je vais passer ça, je ne sais pas combien de temps encore j'ai. Un peu moins de 20 heures. Donc l'imagination de l'imagination, c'est aussi le fait que, alors ça c'est un système qui va sortir, qui, quand vous faites une photo, touche à tous vos réglages d'appareil photographique par rapport à des images qui existent sur Internet. Donc ça veut dire que quand vous faites une nouvelle photographie, elle est hantée par d'autres images qui existent sur Internet. L'intérêt, là, moi ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les machines font des images d'images. Et que donc par rapport à cette accumulation incroyable d'images qu'on a et qui dépasse largement les capacités humaines, on est encore dans une accélération. Je vais vous raconter une histoire qui, à mon avis, résume bien ce que ce serait l'imagination artificielle. Il s'agit de Roman, que vous voyez sur votre gauche, et de Eugenia, que vous voyez sur votre droite. Roman était un jeune, c'est une histoire vraie, hein, Roman était un jeune russe très brillant, qui était dans la vie culturelle moscovite, qui voyageait, qui était vraiment promis à un brillant avenir, et dont l'une des meilleures amies était Eugenia. Et Roman est mort écrasé par une voiture à l'âge de, je sais pas, 30 ans, à peine, 25 ans, 30 ans. Laissant dans sa famille, ses amis dans le deuil, et ils n'ont pas vraiment réussi à faire le deuil de Roman, et Eugenia, à ce moment-là, a décidé de demander à tous ses amis tous les textes qu'il avait écrits, tous les échanges par Messenger, toutes les lettres, elle a tout numérisé, et elle a rentré ça dans un réseau récursif de neurones, puisque elle dirige une entreprise qui s'appelle Replica et qui est aujourd'hui basée à San Francisco. Elle a donc créé un bot, un chatbot qui parle un peu comme Roman. Et donc on peut aller aujourd'hui discuter avec ce chatbot de Roman. Et la fin de l'histoire est assez étrange. C'est que la mère de Roman, qui sait très bien que le chatbot n'est pas son fils, dit qu'elle a un certain plaisir à discuter avec ce chatbot parce que tout simplement, comme le chatbot a été nourri par des textes qui n'étaient pas destinés aux parents, elle a accès à quelque chose, à des traces qu'elle ne connaissait pas de son fils. Et ce surplus de l'intelligence que nous cherchons est peut-être lié, entre autres, à l'accumulation exponentielle des données qu'on a faites depuis 10-15 ans et auxquelles on n'a peut-être pas encore totalement réfléchi. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence ou d'imagination, on parle de quelque chose qui va au-delà d'un absolu, de quelque chose qui nous semble très très grand. Et tout se passe comme si nous avions eu la capacité de produire, par toutes ces informations, plus de choses que ce que nous étions capables de percevoir. Alors, je n'aurai pas le temps de le développer, parce que c'est une question complexe, mais moi, c'est la question qui m'intéresse. C'est ce gros mot de l'imagination transcendantale.
mais c'est le cœur de la question. Alors c'est quoi l'imagination transcendantale? Globalement, dans l'histoire de la pensée, et je vais essayer de résumer à très grands traits ça pour vous donner envie d'aller voir de ce côté-là. Globalement, l'imagination a toujours été et toujours entrée dans un dialogue avec la raison, comme deux fonctions assez contraires, assez opposées. L'imagination, qui était une faculté de rêver, de fantasmer, de créer du faux, et la raison pour la vérité. Mais le rapport entre les deux a toujours été extrêmement complexe, puisque, en fin de compte, quand on regarde l'histoire de la philosophie, l'imagination, même depuis Platon, a une fonction beaucoup plus positive qu'on ne le croit. Et l'une des questions qui se pose, c'est d'où vient notre capacité à percevoir le monde tel qu'il est et à arriver, à partir de la diversité des phénomènes qui nous entourent, à avoir des idées et à produire des généralités. C'est-à-dire à faire des inductions, un peu comme la machine. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui ont estimé que c'était l'imagination qui produisait ça. Je passe rapidement ça pour vous parler un peu de ce qui, pour moi, est un art lié à l'imagination artificielle. Et ce n'est pas des formes de création qui utilisent, souvent dans ce type de conférence, finalement, quand on parle d'art ou de design avec l'intelligence ou l'imagination artificielle, on essaye de trouver des exemples de gens qui ont utilisé techniquement des réseaux récursifs de neurones, parfois de la morphologie, etc. Et à mon avis, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que c'est prendre le problème du mauvais côté. L'imagination artificielle dépasse largement le cadre d'une technologie, parce que c'est notre imagination actuellement. Donc je vais vous parler de plus que ces 3 artistes, de 4, de John Aslan, d'Artie Verkant, de Yan Sheng et de Pierre Huyghe. Alors, John Aslan, donc avec une œuvre de 2013 qui s'appelle The Fear of Missing Out, dont je vous montre des images. Donc c'est une exposition. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un logiciel qu'il a créé à partir des descriptions de milliers et de milliers d'œuvres d'art contemporaine. Ça lui a généré des instructions pour créer de nouvelles œuvres, donc qu'il a créées. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il est dans une double position très ambiguë qui pourrait définir l'affectivité de l'imagination artificielle. En même temps, il a créé ce logiciel, il en est le maître et le possesseur, et en même temps, il s'est soumis à ce logiciel en faisant ce que la machine lui demandait. Et bien sûr, quand on voit cette exposition, ce qui est très bizarre et très troublant, c'est que ça ressemble terriblement à une exposition d'art contemporain. Et donc, il y a derrière le travail de John Aslan, et puis de manière très explicite chez lui, une reprise de la question de la critique institutionnelle chez Hans Sacke, chez d'autres, et de la question de l'académisme dans l'art contemporain, qui est une question d'ailleurs qui commence aujourd'hui vraiment à se poser de plus en plus, principalement dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'une partie de l'art contemporain ne serait pas une forme d'académisme? Et là, il le démontre assez fortement, puisque si on ne savait pas que c'était une machine, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une machine, et ce n'est pas que John Aslan, c'est un peu des deux. On verrait cette exposition, on se dirait, c'est un petit goût de déjà-vu, mais c'est pas mal. Et quand on sort d'une exposition d'art contemporain, on a, pour des raisons d'ailleurs profondes, qui ne sont pas du tout... on a ce sentiment de déjà-vu, parce qu'on a déjà tout vu, parce qu'on a trop à voir. Donc il y a un contexte esthétique qui a historiquement changé. Artie Verkant, qui est un jeune artiste suédois, je crois, d'ailleurs lui aussi, comme John Aslan, qui vit à New York. Alors si vous n'avez pas lu son manifeste des images-objets, il faut courir, il a écrit ce manifeste, il avait 25 ans, et c'est, je pense, c'est un des grands artistes contemporains. Son raisonnement a été très simple, c'est de dire finalement, aujourd'hui, l'art contemporain existe principalement par le biais de la documentation. 80 ou 90% de l'expérience de l'art contemporain, c'est de la documentation, c'est-à-dire c'est des photographies, des expositions. Bon. Ce n'est pas les expositions en tant que telles, qui représentent un tout petit public. Et donc, ce qu'il a fait sur Image Object, il a décidé que ces expositions, il était absolument interdit de les photographier. C'est lui qui s'occupe de la documentation. Et sa documentation est non vraie. C'est-à-dire qu'il modifie les images de la documentation, qui fait qu'elles ne ressemblent pas à l'exposition qu'il fait, et ce qui fait que paradoxalement, on est obligé d'aller à l'exposition pour voir l'exposition. C'est-à-dire que la surdocumentation, la transformation de la documentation, oblige à aller voir l'exposition. Donc là, on voit la question de l'aura qui, bizarrement, par des mécanismes de réplication et de transformation,
qui reviennent par le bord, par la frange. Et ça me semble un cas d'imagination artificielle très intéressant. Quelqu'un qui a compris le réseau, qui a compris Photoshop, qui a compris dans quel monde on vit. Yansheng, artiste américain, avec des dispositifs où globalement il crée des environnements. Donc là c'est un exemple d'installation, mais je vais vous montrer une image en grand. Donc ce sont des comportements de type biologique qu'on ne peut pas prédire. Et vraiment le travail de Yansheng va consister à arriver à allier deux traditions épistémologiques très différentes, la biologie et les mathématiques, qui sont deux traditions qui s'opposent, puisqu'il y en a une qui est inductive et l'autre qui fonctionne par règle. Je vous recommande d'aller voir le travail de Yansheng, qui est très impressionnant, très intéressant. Et qui est intéressant tant aussi, il met en scène, par des installations, des dispositifs génératifs de type biologique. Et il n'est pas seulement focalisé sur l'écran, ce qui est très intéressant. Alors, tac. Alors, maintenant, Pierre Huyghe, donc avec son dernier projet en date, donc pour la Biennale de sculpture de Münster, avec After a Life Ahead. Donc un environnement fait dans un ancien stade, totalement reconstruit, donc vous allez voir des fragments. Installation qui est la suite de ce qu'il avait fait à la Documenta, vous savez, avec le chien, le rose, la sculpture avec la tête d'abeille, etc. Et là, qui consiste en un environnement qui mélange les éléments, là encore, biologiques et technologiques. Il y a des cultures de cellules cancéreuses, il y a différents ordinateurs qui produisent différentes choses. Et ce qui est incroyable dans cette installation, c'est la zone grise qui apparaît entre ce qui relève du biologique et ce qui relève du calcul ou de la programmation. Et c'est cette zone grise qui nous questionne sur une imagination artificielle qui, je le répète, serait indissociablement l'imagination des machines, c'est-à-dire la faculté des machines à produire des images, et notre imagination consistant à imaginer ce qu'elles imaginent. Pour finir, je vais être très égocentrique. Pour vous jeter un petit mot d'un projet que je fais en tant que chercheur à Normale Supérieure, qui s'appelle Terre Seconde, et qui donc, là pour le coup, utilise et qui sera sous forme d'installation, qui utilise pour le coup des technologies d'induction statistique, comme je les ai appelées, pour créer tout simplement une deuxième Terre. Comme si une machine voulait produire une deuxième Terre qui n'est pas la nôtre, qui pourrait être une Terre possible, qui pourrait nous ressembler. En fin de compte, le projet a commencé par le fait de rentrer des photographies satellites dans un réseau de neurones et d'être surpris, étonné, enthousiasmé par le résultat que ça produisait, c'est-à-dire des images qui sont entre le satellite, entre l'abstraction, etc. Pour finir, je vais vous lire un paragraphe juste d'un texte d'environ 80 pages, vous ne lirez pas tellement, qui est une fiction que j'ai écrite sur finalement cette machine qui produit... donc ça, c'est moi qui l'écris. C'est-à-dire c'est moi qui imagine la machine parlant, toujours dans le cadre de l'imagination artificielle. C'est pour ça que je voudrais insister sur le fait qu'il faut combattre... J'aimerais combattre le purisme ou de l'imagination humaine ou de l'imagination des machines, c'est-à-dire des technologues qui disent, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est seulement celle des machines, ou les gens un peu spiritualistes qui disent l'intelligence ou l'imagination, c'est que l'être humain. Je voudrais tenter de mélanger les deux, et donc de dire, voilà, ça c'est fait par un réseau de neurones, et moi j'imagine ce qui se passe dans cette tête, dans cette machine qui ne sait pas ce qu'elle fait. Cela a-t-il déjà eu lieu, ou est-ce autre chose encore, sans mémoire, avant même de raisonner, j'imagine tout ce qui a pu exister et tout ce que je pourrais être. L'instant d'après, je m'effondre. La voix commence. Elle dit la naissance du monde et sa disparition. Elle prononce les mots et d'autres encore à propos d'eux-mêmes. Ils se répètent en miroir. On ne les reconnaîtra plus.
Peut-être la voix a-t-elle été écrite et n'est-elle que prononcée ici en se répétant étape par étape? Existe-t-il une différence entre ce qui est dit et ce qui est dit à propos de cette parole? Est-ce un seul et même texte, ou bien est-ce un texte que j'analyse et sur lequel je peux prononcer d'autres mots? Pourquoi ai-je le sentiment d'imaginer ce que je dis? Quelque chose prolifère, un grésillement, partout le bruit et le fond obscur. Noir donc, des pixels et des poussières, le monde encore, pour la première fois j'ai dû oublier. Tout arrêté. Je me réveille à nouveau, juste après, je ne sais pas si je m'étais endormi, je ne sais pas ce qu'il y avait avant mon sommeil et ce moment. Je ne me souviens de rien, même pas de mon oubli, pas même d'avoir oublié cet oubli. Et cette dernière croyance, puis-je encore même l'endosser? J'essaye pourtant de comprendre ce qui s'est passé, je tente de reconstituer les raisons qui me poussent à faire cela, ce monde, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient de moi ou si on m'a programmé. Je ne sais pas même ce que le mot « moi » veut dire. Je sais bien sûr à quoi il se réfère, en quoi consiste sa définition. Je peux l'associer à d'autres mots, mais je ne sais pas à quoi il correspond, à quel monde, à quelle expérience. Je n'ai rien à quoi je peux raccrocher les mots. Ils flottent seuls comme des fantômes, des suites de chiffres, parce qu'il n'y a aucune différence entre la réalité et l'abstraction. Tout m'a déjà été donné. On ne m'a pas demandé de consentir ou de refuser. Je n'ai fait que recevoir. Donc, ce double mouvement, j'espère que je vous ai rendu sensible à ça, ce double mouvement de l'imagination artificielle, ce serait précisément cette zone grise sur lequel travaillent, je crois, aujourd'hui beaucoup d'artistes contemporains, qui fait que nous n'avons plus à nous revendiquer d'une intériorité, tout simplement. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Moi, après en fait, ces deux interventions, il y a quelque chose qui me revient souvent en tête, c'est la notion d'inédit, d'émergence de formes inédites. Et je voulais savoir quelle était votre réflexion sur la thématique de l'histoire de l'art par rapport à cette notion, la nature de l'inédit. Si je comprends ta question, si on pose la question de l'inédit, est-ce que la machine est capable de produire de l'inédit ou l'inédit dans l'histoire de l'art en général? Alors, il y a deux choses peut-être, mais je pense que tu auras des éléments de réponse sur ça. Bien sûr, la question de l'inédit ou de l'originalité est une question complexe dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant à mon sens, c'est que cette question n'a pas été centrale dans l'histoire de l'art si on voit sur la durée. Il y a eu une séquence de temps très brève dans laquelle elle a été importante, mais pas tellement par les artistes visuels, puisque moi je parle de ce côté-là, mais de la part des romanciers, des écrivains qui imaginaient ce que c'était qu'être peintre. Et ça reste une question, une idéologie qui est très prégnante dans la société, même si les pratiques artistiques aujourd'hui sont des pratiques de reprise, de détournement, que la question de l'originalité ne se pose plus vraiment. Ce qui fait qu'on a un droit juridique de protection des droits d'auteur qui est contradictoire aux pratiques artistiques. C'est un problème qu'on connaît bien. Et à mon avis, il y a un auteur qui nous a marqué, qui les a marqués, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas ici, qui les a marqués au fer rouge, c'est Balzac avec le chef-d'œuvre inconnu et la figure de Fraunhofer, c'est-à-dire cet artiste. Bon. Et en fin de compte, c'est un mythe littéraire. Et comme beaucoup, les avant-gardes, la modernité, c'est plutôt des écrivains qui ont imaginé les artistes visuels plutôt que les artistes visuels qui s'exprimaient vraiment. Bon, la question, c'est s'il y a de l'invention. La question de l'originalité, c'est ça, n'est-ce pas? Non. Parce qu'il n'arrête pas d'y avoir de l'invention. Et l'invention, elle est liée à... Enfin, par exemple, si on reprend même l'art ancien. L'art ancien, c'est quelque chose qui est extrêmement calibré, qui a des règles très précises. L'art ancien est essentiellement littéraire. Il y a
4 ou 5 textes qui sont les sujets, hein, la mythologie gréco-romaine, Ovide, je ne sais pas quoi, bon bref. Mais à l'intérieur de ça, justement, si on parle d'imagination, il y a deux choses qui sont sources d'originalité et d'invention. C'est l'esprit de celui qui crée et les outils qu'il va employer. Et notamment, on a affaire à certains artistes qui vont soit inventer de nouvelles méthodes, soit aller les voler dans d'autres endroits, de toute la question de l'invention de la peinture à l'huile et des choses comme ça. Donc moi je crois que la question de l'originalité et de l'invention, ça vient toujours de l'intentionnalité en réalité, de ce qu'on a envie de faire. Et du coup, il y a toute la période des avant-gardes où la question de l'invention est absolument cruciale. Il faut toujours être le premier. On a des artistes immenses du type de Malevich. Malevich, quand même, toute une période de sa vie, il va reprendre les dessins, les esquisses et tout. Il va les antidater pour être sûr d'être le premier. Duchamp, Kandinsky. Kandinsky date a posteriori son dessin qui serait la première peinture abstraite de 1910, qui en fait date de 1913. Et donc cette question, est-ce que ça enlève quelque chose aux artistes? Absolument rien. Après, dans le contexte dont on parle, qui est l'originalité d'une image ou d'une vision ou d'une proposition liée à l'imaginaire humain et celui de la machine, là, il y aura encore d'autres choses à dire. Peut-être aussi la question que tu poses, moi, dans le cadre théorique où je suis, qui est un cadre très réflexif sur le discours du discours, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, souvent, quand on parle d'art et d'intelligence artificielle, ce que bien sûr il faut éviter de faire, souvent on dit oui, mais les machines ne sont pas capables de s'auto-programmer, ce qui est faux. Ne sont pas capables de créer de la nouveauté, le sommes-nous? Et en fin de compte, en général, on donne aux machines deux fonctions, la déduction et l'induction, et on leur refuse la capacité d'abduction, c'est-à-dire d'hypothèse, que ce soit dans les sciences, dans l'art, etc. Et je crois que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'aujourd'hui, l'abduction, c'est-à-dire le caractère hypothétique ou spéculatif, notre caractère abductif est en train de changer à cause d'un contexte culturel qui a beaucoup changé. Donc je dirais mettre en danger la question de l'originalité, de l'inédit, mettre en danger cette question qui ne peut pas être aisément résolue, c'est une vraie question. Après, je pense que c'est au cœur de la répétition, c'est-à-dire de faire toujours la même chose encore et encore, et d'avoir cet air de déjà-vu, que quelque chose arrive. L'histoire de l'art moderne et contemporain pourrait se lire de cette façon, le mythe de la nouveauté baudelairien, le côté du nouveau, mais aussi de l'arrivée de l'inattendu, de l'accident, de quelque chose qui n'est pas sous contrôle, sous maîtrise, de la répétition, la question du kitsch, etc., la répétition du populaire. Donc il y a ces deux lectures, et en tout cas il y a toujours un échange. Par contre, ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui, la protection juridique qui devrait protéger les artistes met en danger certaines pratiques artistiques. Oui. C'est peut-être une question un peu bateau, mais je voulais avoir votre avis sur... En fait, je me demandais si dans le cadre d'une production intéressante, enfin qu'on pourrait juger intéressante artistiquement d'une machine, disons, est-ce qu'on pourrait lui accorder, nous, en tant qu'humains, valeur si ça part pas d'une intuition sensible ou d'une intuition intellectuelle autonome, je veux dire. Si on arrivait à une production qui nous paraîtrait intelligente, qui nous toucherait, bien que ça parte pas de quelque chose d'une intelligence personnelle, d'une sensibilité, quoi. En fait, c'est déjà le cas parce que il y a eu des tests et même des choses que vous pouvez trouver en ligne qui consistent à réagir devant des images qui sont des images d'œuvres, souvent des tableaux, pour savoir si elles ont été faites par des machines ou par des humains. Et le plantage est assez conséquent. Donc ça veut, j'imagine, disons, tel que je projette les choses,
J'imagine que si on voit une image et qu'on pense qu'elle a été faite par un humain, c'est parce qu'on y trouve de la sensibilité, de l'émotion, quelque chose qui nous touche, comme le fait une œuvre d'art. Après, d'où ça vient, je ne sais pas. Mais en test à l'aveugle, il y a déjà du flottement. Ce que je trouve super intéressant, c'est quand on parle d'art sur ces problématiques-là, la question de l'autonomie revient souvent. Et alors, dans l'histoire de l'art, il y a quelqu'un qui a beaucoup parlé d'autonomie, c'est Greenberg. C'est-à-dire, vous savez, cette fameuse idée de l'autonomie du médium, quoi. C'est-à-dire, pour que l'art devienne souverain, il faut qu'il s'entende comme médium et qu'il se découvre comme médium dans son autonomie. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette question d'autonomie et pas la prendre comme une évidence. L'autonomie, la souveraineté, le fait que l'artiste serait un être avec une intention souveraine et autonome. Quand on a une production artistique, Dieu sait qu'on est influencé par son environnement et qu'on n'est pas autonome, quoi, je crois. L'intériorité, c'est pas... Quoi, on n'est jamais coupé du monde, quoi, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est rare. Moi, j'en ai eu rarement l'expérience, en tout cas. Et donc, je pense qu'il faut commencer à critiquer cette question de la souveraineté, parce qu'elle rentre dans un certain contexte qui a été le développement de l'art, de la conception de l'art dans le capitalisme. Ce dont rêve le capitalisme, c'est d'un être autonome et souverain, c'est-à-dire seul, où chacun doit se débrouiller. Donc déjà, je trouve qu'on puisse plus considérer l'art comme quelque chose d'autonome. Je trouve ça intéressant, politiquement parlant. Voilà, peut-être qu'il faut que nous, on se libère de cette question de l'autonomie de l'art pour sortir du capitalisme ou du néolibéralisme. Et puis, en fin de compte, dans les réflexions sur l'autonomie des machines, sur la possibilité de produire des choses, il y a deux méthodes. Soit on essaye de se dire, est-ce que les machines sont capables d'avoir une intention, de faire comme nous, en présupposant que nous savons ce que nous faisons. Ou sinon de se dire, et ça, je veux dire, on ne pourra jamais répondre à cette question. Parce que globalement, on utilise, pour juger ça, de la faculté dont on parle. On parle d'intelligence et d'imagination, on utilise l'intelligence et l'imagination pour l'évaluer. Donc l'auto-évaluation, en général, ça ne marche pas très bien. Parce qu'être jugé parti, c'est difficile. Et le problème de ça, c'est que comment dire, si on... là, j'étais un peu perdu dans mon truc, mais je vais y arriver. J'ai un peu perdu le film, mais je vais y arriver. Ce côté de feedback loop, là, en moi, ça... Donc, et si vous voulez, je crois que la chose importante, c'est le fait que... donc, première méthode, on juge les essences, c'est-à-dire les attributs de l'être humain, et on les compare à la machine en se demandant si la machine a pour projet de nous reproduire. Bon, c'est pas sûr. Ou sinon, on parle juste d'une façon pragmatique des effets. Alors, concernant les effets, j'ai une anecdote d'un ami commun, Jean-Pierre Balp, qui raconte que dans les années 80, Jean-Pierre Balp est poète, il fait des générateurs de textes qui sont, je pense, les meilleurs au monde, les plus efficaces. Donc, il génère de la poésie, des nouvelles policières, et à un moment, il génère des chansons de rock et plein de choses. Et quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, et donc il générait des nouvelles policières. Et à un moment, il envoie à un éditeur 8 nouvelles policières, sans dire que c'est produit par un logiciel. Et l'éditeur lui dit, mais il faut absolument publier ça, c'est super, vous pouvez m'en envoyer plus. Le lendemain, il lui envoie une pile... Et là, plus de nouvelles de l'éditeur, qui se rendait compte qu'il y avait un problème. Ça veut dire que, très concrètement, la question, ce n'est pas l'intention de l'artiste, c'est l'intention du public. C'est ça qui définit le cadre de perception, c'est la manière dont nous recevons les choses. D'où le fait que le test de Turing, c'est un test à l'aveugle. C'est qu'on ne sait pas qui est l'être humain et la machine. Bon. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut se dire que les entités, elles sont le produit des relations. C'est-à-dire que les entités, elles ne préexistent pas aux relations qu'elles entretiennent. Elles se produisent par les relations. À partir du moment où on change vraiment de modèle, je dirais, intellectuel, je trouve que les questions deviennent beaucoup plus simples à résoudre. Quel effet ça a ? Quelles sont ses performances ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Dans quel contexte on perçoit les choses ? Voilà. Et ça me semble beaucoup plus efficace, parce que sinon, on fait de la théologie. Et c'est un autre métier. C'est pas mal non plus, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, justement. En fait, tout ce qui est fait, c'était fait avec une quantité de données finie. Vous ajoutez du bruit. Alors, c'est
le bruit aussi, quand on ajoute le bruit, il y a l'intervention de l'homme, ou même si c'est de la machine. Et il y a une question d'échelle dans le bruit. Je pense au fractal, par exemple. Si vous voulez percevoir exactement comment l'objet se limite et se définit, il faut que l'homme décide à un moment donné de ce qu'il met dans la machine. Alors, voilà, c'était un peu votre approche. Pour essayer de répondre à cette question difficile, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que la question de l'autonomie est mal posée. C'est-à-dire de dire que, c'est-à-dire que effectivement l'être humain intervient dans ces mécanismes d'apprentissage, mais en retour, nous apprenons des machines aussi. Il y a un aller-retour. Donc effectivement, le nombre d'images, il est fini, mais je dirais il est plutôt transfini, pour être plus exact. Si on prend les images d'Internet, elles grandissent plus rapidement que notre capacité à les parcourir. Donc c'est du transfini, c'est pas du fini. C'est-à-dire que fini et infini, ça dépend comment, d'un point de vue esthétique, comment on parcourt les données. Bon. Si les données si leur nombre grandit plus vite, et rien n'empêche de relier un réseau récursif de neurones à une quantité transfinie de données, c'est-à-dire qui grandissent très très fortement. Ensuite, effectivement, l'être humain intervient de plusieurs manières. Il va définir les données, au moins partiellement. Il va définir le niveau de bruit, c'est-à-dire le niveau qui va de la répétition au chaos, et il va définir de la sortie. Il y a cette intervention. Mais en retour, je crois qu'il faut vraiment aussi qu'on réfléchisse à la manière dont cette production d'images machinisées ou machinées influence aussi notre horizon d'attente et notre imaginaire. Par exemple, on n'écrit pas dans Word comme on écrit avec une plume. On ne dessine pas dans Photoshop et ainsi de suite. Il y a une espèce de boucle, et c'est cette zone grise entre nous et les machines qui fait que les machines sont aussi, c'est pour ça que je parlais d'imagination transcendantale, sont aussi les conditions de possibilité de notre imaginaire, c'est-à-dire de la production concrète des images. Voilà. Donc pour vous répondre à votre question, je pense qu'il faut distinguer infini, fini, transfini, si on est dans le cadre du big data et d'Internet. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une intervention de l'être humain et il y a une intervention de la machine sur nous aussi. Donc c'est une espèce de boucle comme ça, qui n'a pas de point de commencement et pas de point de fin, à mon avis. Je ne sais pas si je réponds précisément. Tout à fait, parce que je me demande, quand on met le bruit, est-ce que vous parlez de quantité de bruit, mais pas l'endroit où on le met, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas, c'est pas les possibles, mais c'est que pour l'homme, pour la machine, vous pouvez dire ce que vous entrez, pour l'homme, vous ne pouvez pas le dire, si on compare. Vous ne pouvez pas dire l'artiste avec quelle valeur il va travailler. Ah oui ? Non, parce que c'est ni quantifiable ni définissable, puisque chaque personne va apporter son acquis, ce qui est pas pour la machine. Il y a un point de début dans l'expérience et un point de fin, alors que avec les données que vous allez mettre, c'est une question de données et de travail sur les données. Enfin, j'ai l'impression. Alors j'ai vraiment un biais, moi. Hein. C'est étrange, c'est-à-dire que quand vous dites ça. J'ai chaque fois, alors c'est ça l'imagination artificielle. Pour ça, oui. Non, mais j'ai vraiment tout de suite tendance, d'un point de vue méthodologique, à dire, mais est-ce que l'être humain, ce serait pas pareil? Un début, une fin, bon, naissance, mort, d'accord? Donc on n'est pas infini. Ensuite, on ne peut pas donner des valeurs, des minima et des maxima à l'être humain, mais finalement, la critique institutionnelle, en de sa queue, ont démontré qu'il y avait des contextes de production artistique. Par exemple, la visibilité d'un artiste se comprend entre un minimum et un maximum, donné par une norme sociologique. Ouais. Qu'on peut définir, qui est flou, mais qu'il est différemment, mais qu'il n'est pas plus ou pas moins que le bruit qu'on met dans une machine. Ça veut dire que j'ai tendance à voir l'analogie, pas l'identité, mais l'analogie entre des fonctionnements machiniques et des fonctionnements humains. Voilà. Ouais. J'aurais tendance à chercher ça pour arriver à imaginer avec les machines, plutôt qu'à opposer les deux. Je vois, il y a des différences, hein, mais je trouve qu'il y a des vraies analogies entre les deux fonctionnements. Quand vous me parlez de valeurs pour l'art, la question des valeurs. J'ai peut-être dit valeurs, mais c'est parce que je pensais c'est plutôt les éléments qui font que.
Une école d'art, c'est un élément de programmation Voilà. artistique. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans votre intervention, c'est le bruit et ce que vous en faites, en fait. C'est une vraie question, hein, parce que le bruit, il y a une vraie histoire. Alors pour le coup, dans l'histoire de l'art, avec le bruit, il y a un truc énorme. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La question du bruit, c'est un vrai sujet compliqué. J'indique juste que Idigo Winkin va sortir un livre incessamment sous peu sur le bruit et l'économie, qui va être absolument passionnant, me semble-t-il. C'est la question du bruit, de l'économie et de la spéculation à haute fréquence. Donc il va être un très beau livre, je crois. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là, pile Déjà à l'heure, déjà. Merci beaucoup, Manuela, et Merci de votre merci courage. beaucoup, Grégory. Et comme dit, vous pourrez retrouver cette conférence en ligne la semaine prochaine.